Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 4 du podcast Up and Thunder. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, épisode spécial draft, bien entendu. Bon, vous le voyez, du coup, je suis en ligne avec Constant, comme d'hab. Comment ça va, Constant? Ça va, là on est très heureux de vous retrouver. On arrive dans la dernière ligne droite, là ça y est, enfin la preview de la draft. Et voilà, on est très content d'y être, et puis on attend que le jour J. Draft que, bien entendu, on fera en live. Bien sûr, si le rendez-vous n'était pas pris, prenez-le. Et on a appelé du renfort avec Constant pour l'occasion, pour parler draft. D'abord avec Lucas, autre membre de la rédaction, que vous avez déjà vu au Thunder Quiz, que vous avez lu pendant les scootings, que vous avez écouté pendant le dernier Space. Comment ça va, Lucas? Ça va super, hein. Salut les gars, salut tout le monde. Ça fait plaisir pour le premier podcast. Hein. On verra bien ce que ça donne. Pression, hein. En plus, l'autre invité, c'est une star. En ce moment, le gars est partout. Le gars est partout. Non, ça fait 2 ans. Le gars, Moi j'attends le moment où une franchise NBA va l'engager. Hein. Le gars fait plus d'interviews que les prospects. Il est là. Bon, il est un peu déçu du résultat des finales, mais il est avec nous pour parler draft. C'est monsieur Alan Guillou. Comment ça va, Alan? Salut les gars, je suis très content. J'ai pris vraiment plaisir à lire tous les trucs que vous avez sortis depuis quelques semaines, donc très content d'être là pour parler avec vous. Franchise qui m'intéresse beaucoup. Bon, parce que Pierre on en parle très souvent depuis trop longtemps, mais aussi puisque la draft elle est super intéressante à évaluer. Ouais, Alan, il y a un moment, on parlait d'OKC en playoff, et maintenant on parle que de draft, donc mine de rien, on en parle plus, mais il y a un moment, on parlait pas trop de draft. Épisode spécial, pourquoi? Parce que pour la deuxième fois de l'histoire du podcast, les vrais savent quelle était la première fois, on réalise un double épisode. Le premier, c'est celui que vous êtes en train d'écouter ou de regarder. Il sera sur le pick numéro 2, donc on va traiter exclusivement de ce pick-là dans cet épisode. Et le second, qui est peut-être déjà sorti quand vous m'écoutez, traitera lui des autres picks, surtout le 12, un petit peu le 34. Donc on vous invite bien sûr à écouter ça, on vous invite aussi à lire les scouting reports qui ont été publiés pour compléter tout ça et pour être fin prêt au moment de la draft, pour tout connaître des prospects. Alan, lançons les hostilités. On va partir d'une chose simple, ton board. Quel est-il à une semaine de la draft maintenant à peu près? C'est quoi notamment ton top 4 de la prochaine draft? Parce qu'on parle souvent d'un top 4, peut-être maintenant d'un top 3, peut-être maintenant d'un top 2 d'ailleurs. Et après, encore plus intéressant, est-ce qu'il est différent ton board si tu es Sam Presti ou si tu es OKC de ton avis global, j'ai envie de dire? C'est soit un top 2, soit un top 5. Top 2 avec un tiers 1 Chetangani Paulo Banchero, et ensuite on descend un petit peu pour moi dans la valeur des Jaden Ivey, Shaedon Sharpe et Jabari Smith. C'est pas la draft à 3 que le consensus, je trouve, met en avant. Quand un peu tous les ans, hein, comme vous l'avez dit dans certains épisodes de certains lives, vous avez fait, le consensus met en avant depuis des mois quelque chose. Si on n'est pas d'accord avec ça, c'est un petit peu, on traite un peu de tous les noms, mais souvent c'est pas vrai, la draft se joue pas comme vraiment elle a été mise en avant et présentée les semaines qui sont juste avant. Donc plutôt un top 2 ou un top 5. Et si je suis Sam Presti, c'est vrai que au bout d'un moment, même si je pense que Jabari Smith a sûrement peut-être moins de potentiel que Jaden Ivey et Shaedon Sharpe, peut-être qu'il peut être plus intriguant dans l'optique du roster d'OKC, même si tant que Pape du talent sur le fit, je pense que je resterai quand même avec ce même board là si je suis Sam Presti. Donc concrètement, Chet, Jabari et les deux autres. Chet, Paolo. Ouais, tu regardes quand même Paolo. Ok. Ouais, Paolo, moi, j'ai vu qu'il avait qu'il n'aimait pas trop OKC, parce que c'est un gars de Washington, donc ça doit être pour ça. Et ouais, Paolo. Si Chet est en 1, pour moi, l'OKC doit prendre Paolo. Non, je peux que valider, hein. C'est pour ça que je te lance. Je sais que t'es de cet avis-là. Il faut préciser qu'il y a un Italien quand même dans ce podcast. Donc bon, hein. C'est vrai, tous les Italiens fans de basket adorent Paolo. C'est super. Attends qu'on parle de Procida en plus. Procida pour le pick 12. Mais ouais, non, clairement, je peux que valider l'avis sur Banchero. Je pense aussi que
ces dernières semaines, il y a beaucoup de gens qui sont retombés sur lui par rapport à sa défense. Il y en a beaucoup qui ont mis ses problèmes défensifs en avant et du coup qui l'ont descendu dans les boards, tout ça. Alors que je trouve que c'est pas forcément... je vais pas dire que c'est un top défenseur, c'est clairement pas du niveau de Chet et de Jabari dans cette draft, dans cette QV. Mais enfin, c'est loin d'être un mauvais défenseur, hein. On en parlait encore dans le space la dernière fois avec Constant. Duke, c'est pas une équipe qui met forcément bien en avant en plus les prospects défensivement. Et c'est aussi là que ça pêche pour lui, hein. On voit que, clairement qu'il est pas du tout mis en avant beaucoup mis en avant offensivement et très peu défensivement. Je suis d'accord avec vous. Moi, de toute façon, vous savez, si vous suivez un petit peu, moi j'ai un board qui diffère un petit peu dans le classement. J'ai un deuxième gars de Duke que j'ai dans mon top 4, mais ça, voilà, c'est un avis purement personnel. Mais non, je suis d'accord avec vous. J'ai un peu le même discours qu'Alan, comme d'habitude. Pour moi, Chet est ta priorité numéro 1. Et si t'es Sam Presti, même si je suis pas le plus grand fan de Jabari Smith, tu ne peux pas nier que Jabari Smith, tu le mets dans l'effectif du Thunder, il t'apporterait tellement de choses valuable. Alors effectivement, le plafond est peut-être un peu plus bas, mais en termes de tir, même en termes de polyvalence défensive, il t'apporterait vraiment des choses intéressantes. Malgré tout, je pense que je préférerais quand même drafter Banchero à la place de Jabari. Parce que le potentiel est quand même bien plus élevé que celui de Jabari. S'il y avait vraiment un débat entre Ivy et Banchero, je pourrais dire effectivement prends Ivy. Mais là, entre Jabari et Banchero, pour moi, il n'y a pas de débat sur le potentiel. Donc vraiment, c'est difficile de changer vraiment ton board en fonction de est-ce que tu es une franchise NBA ou non. Mais pour moi, Chet est vraiment ta priorité numéro 1 et c'est assez inespéré à la base. Quand tu regardes la loterie, c'est assez inespéré qu'ils sont encore là en 2. Si jamais il part en 2, pour moi, tu peux te rabattre sur Banchero. Ça a Pour moi, il n'y a changé pas de mauvais ça a choix. changé un peu depuis la dernière fois. Je crois que tu m'avais dit Jabari en 2 dans le dernier live. Mais je switch souvent Mais d'ailleurs. je crois Je que c'est joue le cas sur de pas les deux mal en de fait. gens. Pour moi, il n'y a Qui... pas de mauvais choix. Si Hmm. tu prends Jabari ou Banchero, ce seront des bons joueurs qui t'apporteront dans des registres différents. Pour moi, si tu prends un des trois, tu peux pas te tromper. Hmm. Restons peut-être sur le cas Paolo d'abord, un petit peu plus en profondeur. Moi, je le vois quand même plus 3 pour moi. Alors effectivement, il y a ce côté plafond, mais encore une fois, ça c'est subjectif, j'ai envie de dire. J'ai lu certains spécialistes qui vont me dire que Jabari a un plafond plus élevé parce que il sera peut-être capable de se créer son tir, et défensivement, il fera peut-être plus de choses, etc. Et voilà, encore une fois, chacun son avis là-dessus. Je rejoins quand même sur le fait que Paolo, de par sa polyvalence offensive qui est déjà extraordinaire pour un joueur de cet âge-là, a peut-être un plafond plus haut. Ce dont on a parlé un petit peu, je crois, la dernière fois, et que moi me fait un peu peur, c'est que c'est un joueur, je pense, qui doit tomber quand même dans une bonne culture pour évoluer encore plus et correctement. Si tu lui donnes, certes, les clés le ballon, si tu lui donnes un peu les clés de l'attaque, il va performer, il va scorer, mais je pense qu'il prendrait encore plus une dimension de joueur potentiel en NBA, etc., s'il tombe dans une culture et dans un environnement qui le pousse à porter un peu la balle, et à faire d'autres choses, et à défendre, par exemple, etc. Est-ce que OKC peut l'être? Ça, je pense, parce que sur le papier, concrètement, on a une identité défensive depuis longtemps, c'est ça qui est souvent souligné, tu vois, de mettre des prospects qui se donnent pas forcément sur ce côté-là du terrain. À OKC, je pense que directement, t'as un switch qui s'opère s'ils veulent jouer, donc concrètement. Après, en termes de, peut-être de comment il évoluerait, je vais te laisser parler, Alan, sur ça. Pour toi, qu'est-ce qui manque un petit peu au jeu de Paolo pour que ça soit parfait au OKC, notamment par rapport à un Jabari où on souligne son shoot, tu vois. Et par contre, comment il pourrait être utilisé pour que ça marche bien, notamment avec Guidi et Shea. On en a déjà discuté un peu nous aussi, on a des petites idées, mais toi, de ta vision de plus spécialiste draft, comment tu le verrais? Ce qui lui manque, c'est le tir. Non, le tir, parce que un joueur qui fait 2,8, quasiment 2,14, 2,15 d'envergure, qui est à plus de 110 kilos, qui bouge comme ça, qui a une qualité de passe aussi intéressante, c'est rare. C'est pour ça qu'il est si haut, c'est parce que c'est un joueur qui est capable, qui a une qualité, donc la passe qui n'est pas normale pour le physique qu'il a et à son âge. Donc ce qui lui manque pour moi c'est le shoot, parce que le shoot c'est la grande question chez Paulo Banchero.
C'est un joueur qui était à quasiment 73% dans ses francs. C'est pas mal pour un joueur de 2,8 m qui a 19 ans, mais c'est pas un indicateur assez bon pour qu'on se dise, ok, le tir sera là. C'est un joueur qui était à un peu moins de 34% à 3 points, sur plus de 3 tentatives par match à Duke, donc c'est pas affreux. Surtout un joueur qui a été extrêmement impacté par le Covid, parce que en fait, dans la partie des États-Unis où il était, à cause du Covid, sa dernière année high school, il a quasiment pas joué. Et donc, c'est quelque chose qui est assez important pour son développement, notamment au niveau du tir. C'est un joueur qui a grandi, qui s'est construit un vrai physique. La qualité de passe est restée parce qu'il avait déjà plus jeune. En plus, c'est un peu comme l'instar de Jalen Suggs, c'était un très 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 fort joueur de football américain, et ça se voit un petit peu sur certaines lectures qu'il arrive à faire. Mais c'est le tir. Honnêtement, c'est le tir, c'est le seul argument sur lequel on peut me dire que Jabari Smith est aujourd'hui meilleur que Paolo Banchero, c'est le tir, parce que Paolo Banchero, son pourcentage au tir, il est quasiment 11 points plus élevé que celui de Jabari Smith en NCAA. Jabari Smith, c'est beaucoup sur le jump shot. Paolo, il arrive à aller au cercle. Il est plutôt adroit sur tout ce qui est mid-range. La question, c'est le tir. Il faudra qu'il puisse tirer, parce que sinon, il faudra qu'il joue avec un poste 5 qui tire. Sinon, tu auras potentiellement 2 non-shooters sur le terrain. Pour le spacing, en plus, je pense que vous connaissez mieux que moi, Guidé n'est pas encore, je pense, un shooter extrêmement respecté. Aujourd'hui, même, je trouve qu'il a même du mal à en prendre en pull-up. C'est plutôt un joueur de catch and shoot pour l'instant. Concrètement, il y avait personne qui respectait OKC en shooter, presque. Ouais. Tu vois. Qui est avec jusqu'à là. Ouais. Ouais, jusqu'à là. Donc, en fait, je pense que c'est pour ça que, en fait, Jabari Smith, tout le monde dit, il s'est déjà shooté à ce point-là, on peut développer le reste. Moi, je suis pas trop d'accord avec l'explosivité verticale, le dribble et tout ça, c'est des choses qui sont parfois difficiles à développer. Mais c'est vrai qu'il aidera tout de suite, parce que tu peux jouer du pick and pop avec Guidé, avec Buéchet, tu peux avoir un joueur qui peut faire beaucoup de choses. Paulo Banchero, c'est lui que tu rajoutes à OKC l'an prochain. Franchement, je pense qu'il va encore avoir une attaque excellente. Mais, t'as un joueur qui a un potentiel plus important forcément, vraiment. Je suis pas convaincu que rajouter Jabari ou Chet dans ton attaque la rende particulièrement meilleure que cette année. Est-ce que finalement, des trois, si tu regardes le bagage offensif des trois, c'est pas Paolo qui a le bagage offensif le plus élevé à l'heure actuelle. Ah si. De créer son tir, aller sur son spot, aller au CR, le plus polyvalent. Puis même, c'est le seul mec à qui tu donnes la balle en fin de match. Des trois, mais de quoi t'as le plus besoin, OKC? Est-ce que t'as le plus besoin d'auto-création, ou est-ce que t'as plus besoin de mecs capables de mettre un tir de loin pour aussi aider tes joueurs? C'est ce qui est beaucoup souligné pour les coachs. Moi, je pense que t'as besoin des deux. Et je pense que c'est ce qui est beaucoup souligné avec Chet et Jabari, c'est qu'à côté de Shea et Guidé, ils auront pas énormément de choses à faire en attaque, et ils seront servis un petit peu sur un plateau à chaque fois. Là où Paolo, par contre, dès son arrivée en NBA, notamment dans cet effectif-là, c'est quoi? C'est le 3e porteur-balle de l'équipe. T'as envie de le faire un peu jouer off-ball, mais comme l'a dit Alan, il y a le tir qui a encore à faire progresser. Mais par contre, tu peux lui donner certaines possessions en attaque, tu peux l'utiliser sur pick and roll. J'ai envie de dire en tant que porteur de balle et en plus poseur d'écran, notamment au OKC, vu comment on évolue. Ouais. Après, le problème pour ça, pour OKC, même sur le short roll, c'est que presque exclusivement le joueur qui joue ça, c'est le poste 5. Sinon, tu fais du end-off. Alors après, du end-off, tu peux l'exploiter de plein de manières différentes. Mais je suis sûr que tu peux réussir à le faire évoluer un petit peu, ou que lui aussi se retrouve avec des coupes ou des jeux un petit peu de haut panier, etc. Mais c'est moins évident offensivement. Enfin, Chet et Jabari, tu le planques dans un corner, si t'as envie, ça va marcher. Tu le mets dans l'axe, tu le mets, voilà, tu sais que ça peut être efficient. T'auras peut-être plus besoin d'adaptation pour Paolo sur ses débuts en NBA, notamment au OKC. C'est peut-être moins le cas à Houston, par exemple, ou dans d'autres franchises, mais à OKC, je pense qu'il aura peut-être besoin d'un petit temps. Et encore, à Houston, ça demande pas mal la balle, déjà. Mais, Oui, c'est vrai. Non, puis même, t'as envie de lui donner la balle, ne serait-ce que pour sa capacité de création. Si tu lui donnes pas la balle en main, tu réduis sa capacité, la capacité qu'il a à créer pour les autres, c'est de se priver, limite, de sa plus grosse qualité à l'heure actuelle. Donc pour moi, c'est différent, en fait. Le Paolo Banchero, je pense que les trois, de toute façon, fluidifieront ton attaque, mais de manière différente. Banchero rendra ton attaque meilleure parce qu'il a cette capacité de shot-making que les deux autres n'ont pas. Que si tu draftes soit Chet, soit Jabari, t'auras quelqu'un qui sera très fort en pick and pop et qui fluidifiera un petit peu ton jeu parce que du coup, les lignes de drive sont peut-être un peu plus ouvertes.
pour moi, c'est différent, mais je pense que, dans tous les cas, que tu ajoutes un de ces trois profils-là, ton attaque sera améliorée quand ils seront sur le parquet, dans des utilisations différentes. Elle peut pas être pire, de toute façon, j'ai envie de te dire. Ah non, quand tu fais back-to-back, pire offensive rating, à un moment, tu peux faire que progresser. Parce qu'en plus, tu vois, t'as ce côté un peu positionless et pas forcément de la création qui peut venir uniquement des guards. Tu vois, normalement, dans la vision long terme de la chose, lui, pour le coup, il s'inscrit là-dedans. Moins les deux autres. Ou bon, tu peux considérer peut-être que Chet, on va y revenir, peut faire quelques trucs balle en main. Jabari, je pense pas. Mais Paolo est quand même un niveau au-dessus sur cet aspect-là, je pense, que les deux autres. Comme disait Lucas, je pense même sur le niveau défensif, j'évite vraiment d'analyser les prospects défensifs sur leur seule année NCAA. Surtout quand ils vont dans des programmes qui empilent les freshmen, il n'y a pas vraiment de système. Wendell Carter, c'est un excellent défenseur, il était incapable de défendre à Duke, parce qu'on était obligé de le faire jouer en zone, parce qu'il y avait Marvin Bagley à côté. Ben Simmons, personne n'avait vu ses capacités défensives à aller, il défendait pas, il voulait pas. Et là, Paolo, il jouait dans une équipe hyper grande, hyper physique, avec peut-être l'un des meilleurs protecteurs de cercle du championnat NCAA, Mark Williams avec des forts ailiers, donc il n'y avait pas non plus vraiment beaucoup à beaucoup défendre. Et quand on l'a vu défendre dans certains autres contextes, alors malheureusement il a jamais joué de FIBA, Paolo, ça aurait pu être intéressant. Sauf si t'étais équipe européenne lors d'un Euro Jeune, parce que t'aurais vu débarquer Paolo Banchero, ça aurait pas été extrêmement sympa, je pense, pour les staffs adverses. Mais je serais comme vous assez mesuré sur ce qu'on tire de sa saison défensive. Et je pense qu'il sera bien meilleur en NBA. Ouais, bah ouais. Pierre en parlait, c'est ça le contexte. S'il arrive dans une équipe où, enfin, le coach et le staff, ils le poussent à défendre, et comme à OKC, enfin, genre c'est clairement dans l'identité de OKC. Et j'en parlais aussi avec Mathurin, c'est pareil. C'est un mec qui a pas très bien défendu sur la saison, et je pense que dans un contexte où on le fait défendre, il y a le potentiel physique, enfin, et même enfin même les déplacements, tout ça, c'est un joueur intelligent. C'est pareil, même comment dire, sur la défense en off-ball, hein. C'est là où il doit le plus progresser, je pense, pour moi. Et c'est vraiment là où il y a beaucoup de travail. Plutôt que la défense sur ballon, où je trouve qu'il a quand même déjà montré pas mal de choses. En March Madness, il a montré que quand il y a besoin de défendre, il sait être présent et sait se montrer. Moi, j'ai une question peut-être sur son évolution, même globale, à vous trois d'ailleurs, que j'ai pas forcément de réponse ou d'avis. C'est quoi son prime Paolo? Ça peut être quoi? Est-ce que c'est un poste 4 qui met ses 20 points, qui fait ses 5 passes def et qui domine et qui est peut-être deuxième créateur, première option au scoring? Est-ce que c'est un espèce de poste 4-5 où tu peux faire potentiellement jouer en 5 et qui crée des choses à partir de là, différentes situations, qui est par contre peut-être en 18-8-8 ou un truc comme ça? Et qui est capable de tenir un poste 5 adverse? Est-ce que c'est plus... voilà, c'est quoi pour vous voilà, le plafond ultime de Paolo? Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est un Blake Griffin Détroit? Ça, c'est une compa que j'avais fait moi. Parce qu'il y avait des similarités que j'aimais bien. Voilà, est-ce que c'est quoi en fait pour vous? Moi j'aime bien Chris Webber. Ouais, moi j'avais la même. J'aime bien Chris Webber parce que qualité de passe. Alors, j'espère qu'il aurait peut-être une meilleure work ethic que Chris Webber. Parce que Chris Webber avait le talent pour être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA, je pense, mais sa gestion de carrière est vraiment pas bonne avant qu'il se retrouve aux Kings et tout ça. Et voilà, pour moi, c'est un pur poste 4. Alors que pour moi, le poste 4 est un poste qui avait quasiment disparu depuis quelques années. Mais c'est vrai que lui, alors peut-être oui, small ball 5, peut-être que tu peux finir des matchs avec lui en small ball 5. Faudra quand même qu'il s'améliore peut-être sur la protection de cercle, faudra peut-être qu'il joue avec un autre joueur à côté. J'ai cru voir passer Ouais, qu'il avait grandi ou qu'il était plus grand que prévu. Est-ce que c'est moi qui ai ouais, bugué ou... Non, mais c'est 6 C'est pieds quasiment 10 la et taille de demi, Chet hein. maintenant. Ouais. il est quasiment à 2,10 plus. C'est énorme. Bah, c'est Ouais. même plus que ça parce que c'était Ouais. sans chaussures, donc il est quasiment à 7 pieds en fait, hein. Je pense qu'à la Summer League, on va être un peu choqué de voir la taille qu'il fait. Mais voilà, moi je pense un joueur peut-être en 22, 8, 5, quelque chose comme ça. Il peut scorer sur le mid-range, qui peut passer. Et il n'y a pas vraiment de comparaison avec ces joueurs. Blake Griffin Détroit, j'avais pensé aussi. Ah, celle-là, elle est super, mais Blake Griffin Détroit, il shootait hein, Ouais. à 3 points.
Là où Chris Webber, bah, en même temps, c'est un problème d'époque. Je pense que si Chris Webber était en 2020, il shooterait à 3 points. Donc, je pense que Paolo va travailler sur 3 points aussi. La mauvaise comparaison, c'est Jabari Parker. Tout le monde l'a fait, mais faut arrêter. Enfin, Mais et revoir des matchs de Jabari Parker, je peux la rien de bon comprendre pour parce ce que match. sur le profil que, tu Bien sûr, on peut vois, la comprendre. Poste 4, Duke, fort dans l'attaque du cercle, scoreur, ouais, tu vois. complètement. Ça peut vraiment se Dans ce comprendre. cas-là, tu compares Chet à Ton Maker, quoi. C'est pas... Et la capacité de passe de Paolo, Jabari, il l'avait vraiment pas. Une passe Jabari, Et ça, pour moi, c'est à Jabari Parker. ouais. Ça, c'est vraiment la chose qui est spéciale chez Paolo. Pour moi, très tôt dans l'année, je trouvais qu'il avait rien de spécial quand je trouvais que c'était un joueur assez quelconque. Là où pour moi, Chet était le numéro 1 parce qu'il a cette capacité de protéger l'anneau qui est spéciale. Jabari Smith, on aurait pu même dire, il a ce shoot qui est spécial. Normalement, faut être assez logique, hein. Genre, qui fait 2-8, il a 18 ans et qui tire à 40% à 3 points sur autant de tentatives, c'est spécial. C'est des tirs contestés, hein, c'est pas des tirs ouverts. Exactement, parce qu'il crée pas de séparation, c'est pas un excellent athlète, Jabari. Donc, et en fait, la capacité de passe de Paolo, à sa taille, à son poids, elle est spéciale. Honnêtement. Donc c'est peut-être ça, En fait, son gros point fort, en gros. tu regardes les 3 prospects, ils ont tous un truc que tu peux considérer comme élite. Tu regardes Paolo, sa capacité de création pour sa taille, elle est élite. Tu regardes Jabari pour sa taille, sa capacité de tir, elle est élite. C'est peut-être même le meilleur shooter de la QV. Et tu regardes Chet, sa défense, et qui est déjà élite pour son âge. Donc c'est vraiment, t'as 3 profils assez différents, et qui ont tous quelque chose d'élite. Ce qui est quand même, ce qui pour moi réduit assez ton champ de qui d'autre j'ai envie de drafter en 2. Pour moi, t'as 3 joueurs qui ont vraiment un point dans lequel ils sont élites, et ceux d'après n'approchent pas du tout cette capacité élite que peuvent avoir les 3 autres. Ils sont une sorte de plancher et de plafond. Les trois ont ce plancher-là, comme tu dis, et il y a un plafond chez les trois autres. Le plafond offensif chez Chet, le plafond peut-être de la création pour soi-même et de la polyvalence soi-disant défensive de Jabari, et puis le tir chez Paul. Alan, est-ce que tu as des éléments un peu, j'ai envie de dire hors terrain, mais c'est pas vraiment ça, mais en termes de work ethic, de mentalité, tu vois, de structure familiale même, parce que c'est par exemple pour Jabari, c'est pris en compte. Tu vois, est-ce que t'as des infos sur Paolo par rapport à ça? Parce que ça, pour le coup, de ce qui ressort à chaque draft pour OKC, c'est un critère important de cette draft-là. Famille de sportifs, et bagage multidisciplinaire. J'aime bien les joueurs qui font plusieurs sports. Les joueurs qui font plusieurs sports américains. Et donc oui, c'est un quarterback. Le papa a joué. Il y a aussi du baseball dans la famille, je crois. Une famille de sportifs assez sérieuse. Donc on n'a jamais entendu trop de négatifs, même je le trouvais vraiment plutôt impliqué cette année à Duke. Alors il avait un rôle, c'était la tête de gondole, donc oui, qu'il soit impliqué, c'est normal. Mais, on a vu dégoûté de perdre le match contre UNC à la March Madness. On l'a vu vraiment se donner de la première à la dernière minute, pas de soucis dans les grands moments. Donc c'est pas Jabari Smith. Jabari Smith, c'est l'air d'être quand même un ultra travailleur stakhanoviste, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui fait que travailler. Son papa a joué en NBA aussi. Les trois sont des pères qui ont joué au haut niveau dans un sport. Parce que le papa de Chet a joué au basket aussi. Donc non, pas de red flag. Il y a pas de red flag. Les red flags sur le haut de la draft, je suis pas trop d'accord. Ils sont plus sur Shaedon Sharpe, ou sur AJ Griffin sur le dossier médical, honnêtement. Mais est-ce que toi, Lucas, ça te rassure, toi, encore plus sur le côté défensif, tu vois, si tu te dis, le gars est capable de se donner quand ça compte, notamment, c'est vrai que ça peut rejoindre ce que tu disais sur, en fait, c'est le contexte qui a pas aidé, mais il est capable, tu vois. Bah, clairement, de toute façon. C'est ce que disait Alan, en fait. C'est compliqué de se baser sur les perfs défensives avant la NBA parce que, il y a beaucoup de choses qui jouent dedans et en fait, tu vois, c'est ce que tu disais aussi, il s'est beaucoup reposé sur Mark Williams qui était une assurance tout risque aussi derrière lui. Il y avait tendance à facilement laisser passer le joueur, à pas se donner à fond et tout. Et quand tu vois dans le contexte où il est obligé de défendre parce que sa défense était importante, là en March Madness, il y a des séquences où vraiment il se met en mission défensive sur le porteur de balle et
et tu le vois vraiment se donner à fond, et tu vois le potentiel qui est beaucoup plus intéressant, hein, clairement. Alors, j'y pense, le seul red flag, peut-être, c'est sa conduite en état d'ivresse, en novembre. Mm. Avec, sur le campus de Duke, avec le neveu, je crois, de Coach K ou quelque chose comme ça. Il a été suspendu. Ouais, sur ça, sur le reste, après la saison, il a été parfait, il a essayé d'excuser tout ça, donc, c'est quand même à noter. C'est quand même à noter. Si un Presti aime pas les conduites en état d'ivresse, il le prendra pas. Voilà. Attends, il a drafté Mitch McGary, hein, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. El famoso. le joueur de bowling. On va peut-être enchaîner, on va peut-être parler maintenant de Chet, parce que on l'a un peu tous, vous l'avez un peu tous dit, et je pense que je suis d'accord avec vous, s'il est là en 2, c'est sûrement un choix évident pour OKC. Est-ce que c'est si évident que ça? Est-ce que on doit vraiment prendre Chet? Est-ce qu'il a un cran au-dessus de Jabari et Paolo, que ça soit en termes d'apport direct, de potentiel, notamment sur Chet, et de par son profil, qui est quand même archi atypique. Est-ce qu'il serait si important que ça au OKC? Moi j'ai ma réponse, je pense que oui, mais je sais pas ce que toi Alan t'en penses, et après les autres aussi. Ah oui, pour moi, il est là, c'est une top podium, hein. C'est une top podium, mais, oui, parce que c'est un prospect défensif, on en voit très peu. D'abord, un prospect défensif, donc offensif, je pense que les gens ont une mauvaise interprétation de Chet, parce qu'ils l'ont vu faire des crosses sur Steph Curry, ou remonter la balle très jeune tôt. Ils se sont dit, ah, c'est une licorne, c'est génial. Bah oui, mais c'est surtout, pour moi, un prospect défensif, comme on en voit pas dans les drafts. Il y a que Evan Mobley qui est meilleur, défensivement que lui dans les dernières semaines, ou que Jaren Jackson, mais qui prenait beaucoup de fautes par rapport à Chet Holmgren. Donc Chet, ouais, prospect défensif qui peut jouer à la fois sur du deuxième rideau, le rôle de roamer, c'est-à-dire le rôle de Robert Williams, Giannis, c'est-à-dire en deuxième rideau, de lecture, tour de contrôle. Il peut aussi faire du drop, parce que pourquoi ne pas dropper quant à Chet Holmgren, c'est-à-dire qu'il est extrêmement bon dans les lectures, il est super avancé, on l'a vu le faire dans plusieurs contextes, Gonzaga, Team USA, Minera, au lycée, donc je pense qu'il change la défense d'OKC demain, s'il est là. Il est dans le ressort d'OKC. Ça veut pas dire que, pour moi, c'est un joueur qui peut-être aura du mal à jouer plus de 25 minutes dans ses premières années NBA, qui aura pas l'influence offensive qu'on peut penser. Par contre, sa capacité défensive, elle est, en termes de plancher de plafond, très 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 intéressante pour moi. Voilà, bah clairement, enfin, y a pas grand-chose à ajouter en vrai là-dessus, hein. C'est sûr que niveau défensif, il y a énormément d'assurance si tu draftes Chet, hein. C'est sa longueur, elle lui permet de faire énormément de choses. Et c'est ce que tu disais, il y a quelques pépins où c'est beaucoup de naïveté défensivement, où des fois il jette trop, ou il tente. Bon, on l'a vu contre Duren. Il y a des séquences où il lui rentre dans sa tête et il lui met la misère, et puis il y a d'autres séquences où en fait il cherche trop à jouer le contact, et il fait des fautes bêtes. C'est ce qui pourrait lui poser problème en arrivant en NBA, mais c'est clairement... Il va faire des fautes. Oui, c'est ça. Il est un peu dans la suranticipation. Il veut toujours faire le jeu, faire le compte, tout le temps dissuader. C'est un psychopathe, hein, un peu défensif. Enfin, il est tout le temps dissuader, tout challenger. Mais je préfère ça à quelqu'un qui est un peu, que bon, oui, il va être peut-être un peu négatif avant, mais je pense que le but de Casey n'est pas de jouer les playoffs l'année prochaine, donc il y aura aussi du temps pour ça. Moi, je sais qu'en tout cas, on le sait un peu tous, ce qui sort, c'est que, je pense qu'il, son agent, lui, aimerait bien être au KC, honnêtement. Tout le monde aimerait bien. En même temps, Bah oui. tous les agents de tous les prospects, Ouais, tout le monde a dit, le gars est OKC. Il y a un moment où, C'est vrai. palmarès du Thunder, on attire les prospects, quoi. Bon. Non, moi j'ai un petit doute, on s'est déjà écharpé avec Pierre en conversation privée. Pas tant sur le tir que, en fait, tu l'as dit toi-même, Chet, c'est avant tout un prospect défensif. Et là où on va être honnête, le Thunder, avant la blessure de Dort, était déjà un top 10 défense. Alors évidemment, Chet va te renforcer ta défense qui était déjà très bonne, il va te la rendre encore plus bonne. Mais offensivement,
Je ne dis pas, contrairement à ce que m'avait fait dire Pierre, qu'il sera négatif en année rookie, mais j'ai un peu plus, comparé au tir de Jabari, qui je pense va se transposer tout de suite en NBA, et comparé à la qualité de créer son tir pour lui-même et même de playmaking pour les autres qu'a Banchero, j'ai un peu plus de mal à voir Chet évoluer dans l'attaque du Thunder. Alors il y aura effectivement du pick and pop, il y aura des drives près du cercle parce qu'il a été très efficace, je crois il a plus de 73% de réussite près du cercle cette année avec Gonzaga, mais je le vois pas en fait tourner. Si t'as un Chet qui tourne à 11 ou 12 tirs par match en année rookie, ce sera déjà un gros échantillon. Alors que je pense que les deux autres sont capables d'avoir un échantillon plus important en attaque. C'est la seule réserve que j'ai. Je vais enchaîner. Moi, je vois deux moyens de l'utiliser en attaque. On va dire, soit tu le fais jouer 4, soit tu le fais jouer 5. En attaque, j'entends. En défense, ce sera un autre débat et il sera sûrement accompagné d'un intérieur. Ok, si le poste 4, c'est un joueur extérieur, plus ou moins, selon quand si tu fais jouer, mais c'est un joueur, par exemple, c'est Kenrich Williams ou autre, qui est capable un petit peu de porter la balle, qui va jouer un petit peu certaines possessions comme les guards sur des end-off, qui pourra créer un petit peu, qui aura des tirs aussi dans les corners et des tirs ouverts. Ça, pour moi, Chet, il peut le faire. Première chose, c'est que tu lui donnes des tirs dans les corners ou des tirs ouverts à 3 points, j'ai confiance là-dedans, de par ce qu'on a vu d'ici là, la gestuelle, de tout ce qu'il fait, en fait, que le prospect est Chet, et son tir. En termes de balle en main, effectivement, sa taille, ça va le pénaliser des fois sur le handle, il peut peut-être subir physiquement aussi, s'il se fait pousser, etc., face à des petits joueurs. Mais je pense qu'il est capable de driver, comme tu as dit, d'être efficace sur les drives, parce qu'il a une longueur quand même qui est inédite, qui lui permet d'aller chercher des trucs. Donc là-dessus, et il y a ce côté création, qui n'est pas comme celui de Paolo, mais qui pour moi, il est déjà fonctionnel et potentiellement très rapidement un peu plus que fonctionnel, quoi. Genre, surtout pour son poste, j'entends, hein, pas pour un meneur, effectivement, mais pour ce que tu lui demandes, je pense qu'il est capable de faire des très bonnes lectures et des choses-là. Il est déjà expérimenté en plus à Gonzaga, où il joue avec Timmy ou avec d'autres joueurs importants. Très peu, parce que t'as aucun joueur qui poste au OKC. Concrètement. Et l'autre moyen de le faire jouer, c'est au poste 5, et là pour moi il est aussi très intéressant, Constant l'a dit sur Pick and Pop, parce que poste 5 OKC, qu'est-ce qu'il fait? Il est la majorité du temps en tête de raquette, et il y a les mecs qui tournent autour en train de faire des end-off ou des pick and roll. T'as Chet dans ce rôle-là, tu peux faire des pick and pop, tu peux lui permettre de driver en étant face au cercle et de profiter de feintes et de l'attraction, de la gravité des joueurs autour de lui. Je pense aussi que tu peux l'utiliser sur pick and roll en tant que joueur qui plonge au cercle. On l'a vu plusieurs fois à Gonzaga où il a réussi à capter des passes un peu compliquées, un peu hasardeuses. Il a montré qu'il était pas si maladroit que ça en l'air, qu'il avait plutôt touché pour finir ses actions, et surtout un petit peu comme en défense, il n'avait pas peur d'aller au contact et de monter un petit peu sur les joueurs ou de subir un peu les coups pour aller finir. Donc ça peut être un gros point, et d'ailleurs je pense que dès son arrivée, concrètement, c'est presque la menace aérienne numéro 1 au OKC, puisqu'on en a très peu, à part peut-être Beasley, mais on l'a très peu vu. Donc tu aurais peut-être une connexion avec Guidi qui pourrait se faire sur ses alley-oops. Et enfin, un point moi que j'adore chez Chet, bon, il est moins développé que chez Paolo, comme on l'a dit auparavant, mais il a quand même un côté création et notamment de passeur. Il est déjà fonctionnel en tant que passeur, je pense. On l'a vu plusieurs fois, encore une fois, à Gonzaga, où il pouvait servir d'Outimi, où il pouvait être utilisé un petit peu balle en main. C'était rare, mais ça arrivait. Et je pense qu'en NBA, s'il joue en tête de raquette comme à OKC, il pourra trouver des joueurs qui cut au cercle, et c'est une chose qui nous manque pas mal, ça, au OKC, qu'on va voir se développer avec Dort, Kenrich, etc., qui sont capables de le faire. Et je pense que là-dessus, il peut faire les bonnes lectures. Et je pense que même à terme, il pourra faire des lectures un peu plus avancées sur des renversements, etc., un peu en tour de contrôle offensif. Alors, je ne le compare pas à Jokic, loin de là. Ça sera jamais de cet acabit-là. Mais juste quelques lectures simples et de plus en plus avancées sur des renversements, sur trouver des joueurs seuls. Je pense qu'il sera capable de le faire. Et c'est pour ça que, certes, il a un bagage moins élevé que Paolo, peut-être que Jabari, qui a lui un tir élite, on va y revenir après, mais je le vois bien s'inscrire dans le collectif offensif d'OKC, et je pense que ça lui permettra de s'exprimer, et il sera une super cible pour Guidi et Shea, je pense, offensivement. Ouais, bah, après, je suis d'accord avec toi. Et j'écoutais le podcast, enfin pas le podcast, mais le passage de Sam Veceni chez des gars du Thunder. Et en fait, il disait que littéralement, Chet, c'est le projet ultime si tu suis la philosophie de jeu du Thunder sous Mark Daigneault. C'est-à-dire avec un 5-out,
avec, est-ce qu'on peut appeler ça du positionless basketball? Je sais pas, mais en tout cas avec 5 joueurs capables de porter la balle. Donc oui, même si Jabari ou Paolo peuvent apporter plus offensivement, dans le principe de jeu, dans la philosophie de jeu, Chet est le joueur parfait de ce que le Thunder veut développer depuis l'intersaison 2020. Et même si tu avais voulu le créer toi-même, le joueur, en disant je veux mon joueur alpha pour mon joueur parfait au poste 4-5 pour ce système de jeu, je pense que tu serais tombé pas loin du joueur qu'est Chet actuellement. Donc oui, si vraiment tu parles ne serait-ce que pas tant de fit, mais d'adéquation avec ta philosophie de jeu, je pense que Chet est vraiment le maillon ultime de ce que tu essaies de développer. Le morphotype de ce que tu peux rechercher dans un collectif comme ça, effectivement. Ouais, je pense que c'est ça. Alan, par rapport à Chet, là, on a parlé pas mal offensivement. Défensivement, on a dit que c'était élite et que c'était surtout un prospect défensif d'abord. On sait qu'il va contester sous le cercle, qu'il va protéger le cercle. Tu t'en as parlé un petit peu sur les seconds rideaux, etc. De par sa longueur, de par son envie aussi de défendre et de protéger le cercle. Et au large, qu'est-ce que ça vaut sur les situations de switch qu'il y a pu avoir en NCAA? Alors, il y a quelques actions où il se fait défoncer sur des crosses de Jalen Williams assez marquantes, mais est-ce qu'il y a d'autres flashs plutôt positifs? Est-ce qu'à terme, il pourra défendre les joueurs plus petits, les joueurs un peu plus physiques, etc. Moi, je pense pas que ça sera, je pense que ça sera jamais un très fort défenseur en switch, honnêtement. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas forcément très grave, parce que il a beaucoup, sa polyvalence sur le second rideau et la protection de cercle sur drop est tellement forte que bah, c'est pas très grave de pas être Evan Mobley, comme on le répète à chaque fois. En fait, je pense que, en fait, il est un peu voûté. Il est pas le plus rapide latéralement, même dans la rotation des hanches, c'est pas toujours incroyable. Donc en fait, sur le switch, il peut vraiment se faire un peu maltraiter par des porteurs de balles plus petits, plus vifs. Et en NBA, on sait que c'est des choses qu'il va devoir rencontrer. Et je pense que là où là, le déficit de puissance peut se manifester, ça sera contre des porteurs de balles plus grands et plus épais, type Paul George, Luka Doncic, James Harden. Donc tout le monde a du mal contre ces joueurs-là. Mais c'est vrai que Chet, c'est peut-être l'aspect du jeu où s'il y a une situation de switch ou qu'il arrive sur une situation de second rideau face à un joueur comme ça qui va au cercle, peut-être que dans les premières années, il pourrait un peu être mis en difficulté. Mais sur les situations de switch, pour le moment, bah, bouger dans l'espace à sa taille, à son gabarit, c'est pas une de ses très grandes forces. Ouais, juste pour continuer sur la défense au large de Chet, sa capacité à couvrir des distances de terrain, à traverser le terrain, c'est assez phénoménal, hein. Il y a plusieurs situations où, surtout en NBA, où il va se retrouver loin du panier et c'est sa capacité à traverser le terrain en une demi-seconde et puis se retrouver sur le joueur qui aura déjà été bumpé par le pivot plus. Donc qu'on pourrait penser à Beasley et arriver en second rideau et faire le mouvement nécessaire. C'est vraiment impressionnant de la part de Chet. Et je pense que c'est un des aspects où il pourra être vraiment assez performant dès son arrivée en NBA. Et où il pourra apporter parce que du coup, ben, il va se retrouver à jouer poste 4. Et son aspect de rim protector, ben, en fait, pour l'instant, ça sera surtout sur la défense au large qu'il pourra apporter. Et moins en termes de poste 5. Ouais, c'est ça, voilà. C'est surtout, on l'a dit, il pourra peut-être pas jouer énormément de minutes. Par contre, je pense qu'il pourra les faire à haute intensité et qu'il a quand même un moteur et un cardio, si je peux dire, même si j'aime pas le dire comme ça, assez solide pour un joueur de cette taille-là. Voilà, tu l'as dit, Lucas, en termes de couverture de terrain en défense, mais tu vois aussi sur des transitions où je pense qu'il se place souvent, que ce soit lui qui dribble ou même autre, tu vois, il est capable de mettre de la vitesse sur ces situations-là. Surtout s'il joue peu, effectivement, parce que physiquement ça va être dur dans l'impact, etc. Je pense que par contre, il pourra mettre de la haute intensité sur presque chacun de ses passages, et ça pourrait être intéressant. Et puis même, on en parlait avec Alan en off juste avant. Sa capacité à défendre en roaming, elle est super intéressante. Il peut vraiment peser sur l'attaque adverse. C'est là où on l'attendra aussi, hein. On va passer maintenant à Jabari, le troisième larron, si je peux dire. On va faire simple. Le gars est un psychopathe du tir. C'est sûrement le meilleur shooter de la QV, que ça soit en termes de gestuelle, c'est un des plus beaux, en termes de pourcentage, en termes de diversité, de complexité, de variété. On est face à un joueur élite sur le tir. Pour la taille qu'il fait, et ça on y reviendra, c'est assez exceptionnel en fait d'avoir un tir comme ça. Après, il y a pas mal de doutes. Il y a pas mal de doutes sur son plafond.
Il y a pas mal de doutes sur défensivement quel rôle il pourrait avoir. Certains disent que ça pourrait être un futur All-NBA Defensive Team. D'autres sont beaucoup moins fans parce qu'il a un profil assez atypique et qui, pour l'instant, il ne protège pas le cercle, etc. Il y a pas mal de doutes là-dessus. Et après, le doute numéro un, Alan, je vais te laisser le décrire, c'est notamment la création pour lui-même, etc. Mais en gros, qu'est-ce qui pousse les fans de Jabari à dire que c'est lui le meilleur prospect de ces drafts et qu'est-ce qui pousse un peu les détracteurs que j'ai ici, un petit peu, il faut le dire, à un peu moins croire en Jabari et à le descendre un petit peu sur les bords. Ce qui pousse les gens à pousser pour Jabari en 1 et ceux qui aiment beaucoup Jabari, c'est un joueur qui shoot à 42% à 3 points sur l'année NCAA, sur quasiment 200 tentatives, qui shoot à 36% sur le mid-range en faisant 2,8 m. Donc c'est pas normal en fait. C'est pas normal d'être aussi bon. Quasi plus de 80% lancé franc également. Donc un shooter qui, même s'il a fait qu'une année et que l'échantillon n'est pas incroyable, on peut parler déjà limite d'un shooter référencé parce que même plus jeune, il shootait déjà comme ça. Donc un bras qui fait que selon des gens qui l'aiment beaucoup pensent qu'il pourra développer le reste, donc notamment le dribble, la vision. Moi, je suis un peu plus dans la catégorie inverse. Je pense que c'est toujours plus simple de développer le tir plutôt que de développer le dribble, la navigation balle en main et potentiellement les choix. Je pense que Jabari, c'est un joueur qui, on l'a vu, c'est un joueur qui a 43% à 2 points à 2,8 m. Ça s'explique comment? Il prend beaucoup de tirs compliqués, loin du cercle, contestés, parce qu'il ne sépare un énorme à tête, il ne crée pas énormément de séparation. C'est pour ça qu'il a du mal à finir au cercle par moment, que 65% au cercle. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable pour lui. Donc voilà, moi je pense que c'est un joueur qui a c'est un joueur qui a un haut plancher. Il fera sa carrière NBA parce qu'on aura toujours besoin d'un stretch fort pour tirer, toujours. Il aura plusieurs contrats. Je pense juste qu'il y a peut-être d'autres joueurs comme je pense que Chet et Paolo ont sûrement plus de potentiel et peuvent se créer mieux leur attaque pour Paolo et ont un impact défensif plus supérieur pour Chet. La question, c'est surtout de savoir, est-ce que dans ta carrière NBA, tu ne peux vivre qu'avec des tirs difficiles? Parce Oui. qu'il faut le dire, les tirs que Jabari rentre, ils sont quasi tous des tirs contestés, très difficiles, notamment à 3 points. Et est-ce qu'il va réussir à se créer ces tirs faciles, entre guillemets? Et pour se créer ces tirs faciles, il faut quand même que ton handle progresse. Moi, je fais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à. On parle souvent de. Quand on fait des big boards, Alan, tu parles souvent de tiers bien plus que de classement. J'ai du mal à mettre Jabari dans le même tiers qu'un Chet ou qu'un Paolo, par exemple. Parce que je trouve que déjà le handle, c'est probablement le point le plus difficile à développer en NBA, bien plus que le poids, par exemple, comme je vois pas mal de gens être inquiets du physique de Chet. Je préfère avoir un joueur qui doit prendre quelques kilos plutôt qu'un joueur qui doit développer un handle. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'il va être capable de faire plus que ce qu'il fait actuellement en fait? Dans quel domaine, tu vois, il peut être peut-être un peu plus efficace sur le cercle, défensivement, on en reparlera peut-être après, il est peut-être capable de progresser, mais au tir, c'est probablement le meilleur shooter de la QV, donc il n'y a pas non plus une énorme marge de progression, mais est-ce qu'il va être réellement capable de se créer son tir ou de développer un handle assez suffisant pour pouvoir avoir des accès plus simples, notamment au cercle? Je ne sais pas, en fait, je sais pas. J'attends de voir pour avoir la réponse. C'est ça qui me fait avoir une certaine incertitude et qui, moi, me fait même sortir du top 5 dans mon big board parce que j'ai cette incertitude sur le handle qui, pour moi, est très compliqué à développer et la base de Jabari est pas assez élevée de ce que j'ai vu pour me faire croire en ce développement. Après, c'est qu'est-ce que tu valorises le plus, et notamment pour OKC. Vous, je sais que vous valorisez plus actuellement le fait d'avoir de l'autocréation, des joueurs capables de créer du jeu offensif pour eux, parce que ça manque à OKC, c'est certain. Ou alors, est-ce qu'on favorise le fait d'avoir un joueur qui peut mettre dedans presque automatiquement si tu arrives à le libérer et si tu arrives à le servir correctement? Parce que ça, je pense que même en année 1, les pourcentages sont très corrects pour Jabari. Je pense que son tir va bien s'exporter. Ou si lui, ça s'exporte pas, pour le coup, on pourra juger différemment ensuite les prospects via le tir. Ouais, Parce il y que aura des problèmes métriques pour ouais, lui. Ça là, ça va dépend. être compliqué. Ça peut dépendre de la sélection de tir aussi, hein, Non, parce bien que sûr, non, bien sûr. Mais tu vois, dans une équipe comme OKC, où tu as quand même des créateurs avec Guidi, qui est déjà un créateur exceptionnel pour les autres, Shea qui est capable de faire des kick-outs, je pense qu'ici, il y a les joueurs pour.
je pense qu'il aura des tirs ouverts à 3 points. Moi, honnêtement, hein, je pense qu'il peut bénéficier de l'attraction et des joueurs des guards d'OKC, tu vois. Après, effectivement, en termes de plafond, si tu te dis que c'est juste un joueur que tu laisses un peu dans le coin et que tu fais que le servir et qu'il peut rien faire d'autre parce qu'il n'a pas de dribble et qui voilà, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Après, si tu considères que petit à petit, il développera son jeu, peut-être qu'il finira un peu plus près du cercle, tu l'as dit. Alors après, c'est cette question près du cercle. Moi, est-ce que c'est un choix de facilité de tirer tout le temps au-dessus des joueurs comme il est le plus grand, ou est-ce que c'est une vraie peur d'aller au cercle parce que physiquement je suis limité et que j'ai du mal? Je sais pas. Je sais pas ça, comment ça va se transposer en NBA. Et après, c'est défensivement que je trouve que le profil est intriguant. Alors, il y a des progrès à faire, mais il y a des flashs super intéressants sur plusieurs types de postes. Je préfère un petit peu plus au large pour l'instant sur des 3-4 plutôt que sur des 5 où il va avoir du mal. Mais dans l'attitude, ça, on aura l'occasion d'en reparler pour plusieurs prospects. Mais le fait de vouloir gagner la balle, de vouloir impacter le joueur adverse et de se féliciter de ça, etc., moi, c'est des attitudes que j'apprécie beaucoup chez les prospects et qui, ben, quand t'es coach ou quand t'es fan, ça te plaît en fait ces attitudes-là, plutôt qu'un joueur qui défend peut-être bien, mais qui subit plutôt et qui est moins agressif vers le joueur. Ça, c'est tout. Indirectement, on préfère ces attitudes-là. Je sais pas. Moi, honnêtement, je mets quand même plus haut que Paolo parce que le profil m'intrigue beaucoup, parce que j'achète tellement le tir que à un moment, je peux pas passer à côté. Et que critère fit, c'est un critère, j'entends, c'est pas le choix numéro un est évident pour moi au OKC quand même, parce que tu as tellement besoin de tir, tu as tellement voilà, besoin de choses, et que lui, tu peux le faire jouer de plein de façons différentes. Enfin, t'es pas barré, si tu le mets dans ton effectif, par exemple Paolo, on en a parlé, tu dois un peu lui donner le ballon, sinon c'est moins intéressant. Tu vois, Chet, tu dois quand même mettre un vrai poste 5 à côté, et tu dois le faire jouer 4. Jabari, tu sais que c'est ton 4, tu peux l'entourer de pas mal de choses différentes, et ça fonctionnera plus ou moins, quoi. Non, C'est mais un du peu coup, ça. est-ce que c'est un joueur que tu prendras en 3, ce genre de rôle? Parce Ah, que c'est ça, c'est En ça. deux. un, En deux, ouais, ou en Et deux, en pardon, trois, ouais. ce sont nos amis des en, Rockets. en trois, Donc, c'est pas nous. oh, l'espion, c'est démasqué. Ah bah voilà. Non, Bah, c'est on a un fan parce des que pour moi, Rockets il est dans au ce moins en 3, podcast. c'est pour ça. Non, bah moi j'ai clairement Banchero devant parce que ben Parce qu'il est italien. Bien sûr, faut parce dire que les c'est choses. ah non mais c'est à ce niveau-là de la draft, c'est un joueur t'attends un joueur qui pourra être beaucoup plus polyvalent offensivement. C'est pas enfin ce genre de rôle Hmm. d'une équipe NBA, c'est clairement pas dans le top 3 de la draft que tu vas le chercher pour moi. Et c'est surtout ça qui pose problème. C'est sûr qu'il y a des flashs en défense, tout ça. Il a clairement les outils pour devenir un excellent défenseur. Mais offensivement, il a montré quand même beaucoup de difficultés sur le handle, on en parlait juste avant. Et c'est comme tu disais, Alan, c'est très compliqué de le développer, surtout qu'il part quand même d'assez loin. Et pareil pour la création pour les autres, il a vraiment, c'est un joueur qui dribble quand même assez la tête vers le bas et qui a du mal à regarder, à trouver ses coéquipiers. Et ça peut être aussi compliqué de trouver un rôle plus important dans une équipe NBA. Et donc c'est aussi là où j'ai du mal de le prendre devant Banchero, par exemple. Il y avait Jonathan Sharks de The Ringer qui a un podcast et qui est sur les avis draft est toujours hyper intéressant depuis 4-5 ans. Quand tu l'écoutes, il a souvent plus raison que tort, alors qu'il est souvent un peu contre le vent. Il avait sorti une stat, je me rappelle plus. Jabari est l'un des seuls joueurs qui peut se faire drafter dans le top 5 depuis genre 5-6 ans, avoir un pourcentage au tir si bas, donc de 42%. Ce problème, c'est que Jabari il fait 2,8 m. Les autres qui étaient un peu si bas, c'était plutôt des porteurs de balles. Ce qui prouve aussi que Jabari est un joueur extrêmement intéressant philosophiquement parce qu'il a une sélection de tirs et des pourcentages qui ne sont pas celui de sa taille. Donc c'est une force parce que tirer à cette taille-là, c'est incroyable, il faut le dire, hein. Surtout en 2022. Pick and pop, même en prenant transition en situation de trailer, du mid-range, faire des choses comme ça, c'est un truc qui va aider. Je comprends totalement pourquoi Pierre, tu l'imagines Hmm. parfaitement dans le schéma OKC, mais en même temps, ça prouve aussi que bah, il a un peu un jeu qui ne révèle pas de sa taille. Donc ça peut être un peu problématique par moment. Surtout sur les topics où tu as quand même envie qu'il aille sur la ligne, qu'il aille provoquer, qu'il aille se faire des paniers faciles, plutôt que d'être beaucoup dans le tir contesté. Alors il en met, hein. Il en met, il est tellement dur, hein. Et il va continuer à en mettre. Mais c'est très souvent contesté.
Mais ça vient de quoi ça? Est-ce que c'est de son âge parce que c'est le plus jeune là dont on aborde le cas Mm. aujourd'hui? Est-ce que c'est une attaque du basket tard? Ça je pense pas parce que le père Le est papa, ouais. ancien et papa est joueur pro. Ça vient d'où ça? Ou est-ce qu'il a toujours joué comme ça en fait? Il Parce a que toujours joué comme ça. Il s'est jamais posé la question. Il était plus grand, plus grand et ouais, plus je tire. adroit que tout le monde. Donc il a dit, vas-y, je te tire dessus. Un peu comme la Marcus Aldridge faisait pas mal en NBA, hein. Mm. Ouais, Tu à lui mettais, mi-distance, ouais, ouais. tu lui Steven Adams peut en mettais, témoigner, effectivement. voilà, tu lui Mm, mettais des ballons au poste bas. Pourquoi je vais au cercle? Je vais pouvoir te tirer dessus assez facilement. Donc c'est un peu plus ça. Et c'est pour ça aussi que les défenseurs de Jabari le disent. Dans un staff NBA, on va sûrement pouvoir débloquer certaines formes de son jeu. Et c'est ce qui rend la draft super intéressant, c'est que on verra bien comment ça se passe. Ceux qui sont pour eux, si ça marche pas, ils diront: «Ah mais c'est parce qu'il est pas tombé dans le bon contexte». Si ça marche, si ça marche, ils diront: «Bah voilà, c'est le staff donc on sait mm. jamais vraiment au complet», mais ça sera hyper intéressant de voir ça. S'il arrive à monter ses pourcentages à 2 points, moi c'est ce que j'ai beaucoup regardé dans ses premières années NBA. Ouais, c'est à voir comment il est utilisé aussi, si on voit plus de variété pour peut-être augmenter ces pourcentages-là, s'il a des pick Mmh. and roll, etc. Indirectement, si t'es libéré, tes pourcentages augmentent, mais Ouais. c'est toujours cette question de plafond avec lui, et du coup, c'est quoi Prime Jabari, ça peut être quoi en compas? On a oublié de le faire pour Chet, on le fera juste après, mais Mmh. Jabari, lui, ça serait qui en comparaison ou même en forme stéroïde d'un ancien joueur, par Ouais. exemple, mais c'est quoi Prime Jabari ou c'est quoi la compa un peu évidente pour lui? Moi j'aime bien mix Rashard Lewis, Lamarcus Aldridge, un peu d'Anton Jamison, ce genre de joueur-là. Bon, la mi-distance, ça ressemblait vachement, là. Tu avais Ouais. partagé ça sur Twitter. Ouais. Jamison, le souvenir que j'en avais, c'était vraiment un scoreur de fou, mais qui prend beaucoup de tirs contestés, qui a un bras exceptionnel, mais Mm, à mm. à un moment, si c'est ton option 1, voire 2, ça peut être problématique. Alors, il va scorer, hein, mais ça peut être problématique en termes d'efficacité. Lewis, je pense que Rashard Lewis, celle qui fait le plus de sens, parce que stretch fort, Mm, mm, mm. qui tire, et Lewis a été un pionnier un peu du stretch fort à l'époque. Mm. Totalement, bah, dans une équipe du Magic qui était pionnière elle-même. Mm. Magic de 2009. Oui, c'est vrai. Non, mais il faut le dire, à un moment, Stan Van Gundy a créé quelque chose que, allez, 75% des équipes NBA font aujourd'hui, à savoir 4 extérieurs qui peuvent tirer de loin et un énorme rim runner en dessous. Bon, il a eu de la chance, c'est que le rim runner, c'était Dwight Howard 2009, donc c'est tout de suite plus simple d'être C'est all times. révolutionnaire quand tu as Dwight Howard 2009 dans ton Ah, équipe. qui créait un peu? C'était Turkoglu et Jamir Nelson, c'est ça qui créait un peu le Ouais, jeu? Ouais, ouais. ouais, Tu ouais, dis, ouais. dit comme ça, tu sais, ça fait pas rêver en vrai, mais bon, ça marchait bien, Eh, hein. mais attends, Jamir Nelson 2009, c'est solide, hein. Ouais, et Edo Turkoglu aussi, c'est solide. Turkoglu fait des Bah, énormes playoffs. Turkoglu, Mm, 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 bien mm. sûr, bien sûr. Non, mais vraiment, moi, je défendrai toujours ce Magic 2009 qui est sur plein de points révolutionnaires. Et d'ailleurs, Rashard Lewis, c'est All-Star cette année-là avec le Magic. Mm. Après, en termes de compas, moi, j'aime bien même si je le trouve un peu moins stock physiquement, je le trouve même un peu plus mobile. J'aime bien la compa la Marcus Aldridge. Mais la Mm. Marcus Aldridge, Mm. alors après, j'ai peut-être le souvenir un peu biaisé parce que j'ai beaucoup vu le Lamarcus Aldridge à San Antonio, mais j'ai le souvenir d'un joueur qui était finalement assez pâteau. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais. C'était pas le plus mobile de la planète offensivement, Lamarcus Aldridge. Alors peut-être qu'à Portland en début de carrière, Non, c'était. ou même, est-ce qu'il a joué avec Chicago? Je sais qu'il est drafté avec Non, il se Chicago. fait échanger Non. directement Il se fait contre Channing échanger. Frye. Ouais, contre Channing Euh, Frye. Ce qui est je savais. intéressant avec Aldridge, c'est que, tu vois, j'ai l'impression qu'il avait un dribble pourri, mais il arrivait Ouais. à aller où il voulait aller, tu vois, à se Mm. retourner sur son épaule gauche ou droite, Ouais, juste ouais, totalement. en prenant des dribbles, juste en se protégeant de son corps, ce que je pense Jabari peut faire, bon, sans mettre des grands crosses, mais tu vois, juste trouver la situation en serrant de son corps pour avoir juste un dribble qui marche, enfin, qui te permet de jouer, parce qu'il marche plus ou moins, quoi. Mais tu Après, vois, je suis ouais, la pas. compa. Je suis pas convaincu que Jabari développe un jour le même jeu au poste que celui de Ah non, Lamarcus non, non, Aldridge. mais je te parle en utilisation du dribble, Mm. vraiment que fonctionnel, quoi. Ouais. Aldridge, c'était que ça, quoi. Tu C'est masques les très peu. déficiences, mais tu sais que tu peux vraiment aller un peu où tu veux et tu Ouais, leur c'est fais deux, ça. trois choses pour toujours pouvoir t'élever au-dessus de l'adversaire. Parce que Mm, c'est ça, mm, Aldridge, hein. C'était pour mm. shooter au-dessous de tout le monde. Bien sûr. C'est parce que le handle à faire progresser, surtout pour un joueur de cette taille-là, Mm. Ouais, c'est pas c'est- simple, hein. non. Mais même pour n'importe quel Oui, joueur qui non, a mais 19 n'importe ans, quel hein. joueur, oui, non, mais De toute façon, il faut pas mentir. Mais d'ailleurs, je trouve ça intéressant quand on parle de Rashard Lewis ou de Lamarcus Aldridge, c'est qu'on a deux joueurs qui sont pas des défenseurs, qui n'étaient pas des défenseurs exceptionnels, hein. Loin de là. Mm, Et défensivement, vous en avez parlé un petit peu.
Moi, j'ai lu un très bon article d'envergure qui parlait de ça et qui disait est-ce que Jabari Smith est un défenseur polyvalent ou un défenseur bâtard? Et là aussi, un petit peu comme pour son handle, j'ai pas la réponse parce que faut quand même dire, pour ceux qui n'ont pas vu jouer Jabari Smith cette année, il jouait poste 4 et il jouait à côté de Walker Kessler, qui a sorti des stats all-time en NCAA en termes de compte, qui est peut-être le plus gros protecteur de cercle 20% de compte, ouais. voilà, qui est peut-être le plus gros protecteur de cercle depuis je ne sais combien d'années en NCAA. Donc il n'a jamais été utilisé en tant que protecteur de cercle. Même en tant que poste 5, peut-être en vieillissant, j'ai quand même du mal à le voir comme un véritable protecteur de cercle capable de résister ne serait-ce qu'à des pivots sans aide des Joel Embiid ou des Nikola Jokic. Je ne suis pas convaincu que face à un Jonas Valanciunas, Jabari Smith soit capable de tenir défensivement. Et Pas pour l'instant, non, ouais. même dans un futur moyen proche. Et si tu l'utilises comme un poste 4, ok, mais on sait qu'en NBA, les postes 4, c'est souvent des postes 3 qui sont décalés. Il suffit de regarder la paire des Clippers avec Paul George et Kawhi Leonard. T'en as un des deux qui joue poste 4, alors que c'est quand même, pour Paul George, c'est quasiment un 2. Pour Kawhi Leonard, on est plus proche du 3 que du poste 4. Je ne suis pas convaincu qu'il ait la mobilité latérale et qu'il soit capable de tenir sur ce genre de joueur-là. Donc ouais, défensivement, j'ai une vraie interrogation de savoir, il y a un upside, mais finalement, on lui vend un upside de polyvalence, mais est-ce que ce ne serait pas une sorte de bâtardise sur les postes qu'il peut défendre? Ça, je ne sais pas. Bon, dernier point peut-être sur Jabari, juste mentalement et attitude, même niveau travail, tu vois, s'il y en a un qui sûrement peut progresser et qui mettra les choses en place pour progresser, je pense que c'est lui. Dans les joueurs qu'on a évoqués, il a vraiment de ce qui se dégage de l'aspect bourreau de travail et de Stakhanovich du travail. Je pense que ça lui a été inculqué très tôt. Complètement. Papa a joué, papa a été drafté. Il a toujours la mentalité parfaite. Il allait très bien dans cette culture d'Auburn. À la salle, c'est une des plus chaudes de NCA maintenant. Et c'est vraiment un bordel son nom. Et lui, ça lui plaisait en fait. Ça lui plaisait. Il harangue beaucoup. Il cherche un peu ses adversaires. Et puis c'est un énorme bosseur. Tout ce qui sort, c'est qu'il bosse. Là, il est dans le gym, mais c'est intéressant de savoir sur quoi il bosse aussi. C'est ça qui m'intéressera très tôt dans les premiers, parce que le tir, oui, il faut continuer à le bosser, mais peut-être qu'on va voir d'autres choses. Donc, ouais, franchement. Effectivement, ouais. C'est une mentalité qui correspond carrément à OKC. Hein. Ouais, c'est le genre de joueur. Rien que ça peut être vraiment un facteur déterminant pour le choix. Hein. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est de voir la différence de traitement que peuvent avoir certains prospects au niveau du mindset. Parce que je ne sais plus si c'était Pierre ou Lucas qui disait que tu appréciais le fait qu'ils s'encouragent sur le terrain, qu'ils se jettent pour aller chercher des ballons. Moi, je trouve ça positif. Mais tu en écoutes certains. Enfin, pour moi, tu as un joueur pour qui tu peux dire les mêmes choses et qu'on évoquera plus tard dans le second podcast, c'est Tari Eason. Tari Eason, pour le coup, t'as pas plus gros bosseur, t'as pas plus gros mec qui se donne, qui est prêt à tout donner sur le parquet, qui plonge la tête la première. Et t'as pas mal de gens qui considèrent ça comme un défaut. Donc à défaut d'être curieux, c'est intéressant de voir la différence de traitement qu'il peut y avoir sur deux joueurs différents. Je pense qu'il y a une petite limite. Alors, je ne dis pas pour Eason que c'est le cas, hein, mais il y a le faire intelligemment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis surtout réussir à canaliser le. Bien sûr. Si c'est de jeter partout et faire n'importe quoi, comme certains en NBA actuel, hein, d'ailleurs. Hein, quand on voit des Johnny Davis, par exemple, c'est carrément un exemple, un exemple d'envie sur le terrain. T'as agressivité, intensité, et t'as dangerosité et débilité, tu vois. J'ai envie de te dire. Bien sûr. Mais je pense que ni Jabari Smith ni Tari Eason sont des débiles en défense. Non, c'était pas sur Eason que je disais ça, effectivement. Mais je pense que certains auront peut-être cette limite un peu plus fine pour Eason, peut-être. Et encore, je suis pas forcément d'accord avec ça. Ça me fait penser, on a parlé un peu des compas de Jabari, on l'a pas fait pour Chet. La question à 10 000, Lucas, c'est quoi le prime Chet? Et c'est quoi en compas, quel joueur ça pourrait être? Parce que ça, c'est un truc qui intrigue beaucoup. Et que les gens ont peut-être une fausse image d'ailleurs de ce que pourrait être Chet dans le futur. Il y en a vu, je pense que les compas entre du Poku, du Porzi, du je sais pas quoi, il y en a eu 20 000. Il y a tout eu. Du Rudy Gobert avec du shoot. Ouais. Bah non, en vrai, les compas sont
enfin, on peut donner plein de compas, mais il y en a, je pense, aucune qui sera très, enfin, peut-être pas pertinente, mais en fait, c'est tellement un profil atypique que c'est impossible pour moi de comparer à quelqu'un en particulier. C'est sûr que dans le profil, c'est clairement un Evan Mobley, un Rudy Gobert, mais après, dans le style de jeu, c'est pas comparable. Evan Mobley, défensivement, c'est élite. Et en plus de ça, enfin, je sais pas comment expliquer, mais le shoot, c'est pareil, il est beaucoup, enfin, il est bien au-dessus. Rudy Gobert, c'est pareil, défensivement, c'est déjà élite. Et c'est là où on voit que c'est un peu les aspects où Holmgren, il devra progresser, et c'est un peu son axe de progression. C'est surtout le genre de profil sur lequel il devrait s'appuyer pour suivre son, sa progression. Des idées, les autres, peut-être sur une compa un peu plus trouvée de nulle part, j'ai envie de dire. Non, non, moi j'en ai une là, qui a été soumise sur l'internet et que je trouve finalement assez intéressante et assez révélatrice, quand bien même il y a des limites. C'est un Génération Z Ralph Sampson. Ralph Oui, Sampson, oui, c'est vrai aussi. Ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pivot qui faisait 2,25 m, qui a été drafté par les Rockets dans les années 80. Et en gros, il jouait poste 5 quand Hakeem Olajuwon jouait poste 4. Ça vous donne une idée de la raquette des Rockets dans les années 80. Ton poste 4, c'était Hakeem qui devait faire, à mon avis, 2,15, je pense, si ce n'est plus. Et ton poste 5 faisait 2,24. C'est d'ailleurs le premier duo d'intérieur qui ont reçu l'appellation, le surnom Twin Tower, bien avant la raquette Duncan Robinson, qui n'est pas un joueur du 8. Enfin, si, c'est un joueur du 8, mais bien avant la raquette Tim Duncan et David Robinson aux Spurs. Donc, ouais, pour moi, Ralph Sampson, il y a quand bien même Poku lui rend la dizaine de centimètres, pour moi, il y a un vrai truc de joueur qui en attaque n'était pas non plus le plus prolifique. La meilleure saison au scoring de Ralph Sampson, c'est 22 points. Par Pas contre, mal, il y hein. a. Ouais, mais c'est pas non plus. C'est pas des pointes à 27, 28. Surtout à cette époque-là, dans les années 80, les pivots scoraient beaucoup plus que maintenant. Donc, ouais, pour moi, joueur qui, effectivement, il y avait que 22 points. Par contre, il y a des saisons où il est à 2 contre et demi, une interception et à 4 passes de moyenne. Pour moi, ça peut être ce joueur-là. Et tu rajoutes le tir extérieur en plus parce qu'on est en 2022. Énorme défenseur, surtout en termes de protection de cercle. Donc, ouais, pour moi, il y a des vraies similitudes dans le profil. Et joueur qui était capable de créer pour les autres, qui était capable de capter énormément de rebonds aussi. Donc, ouais, pour moi, ça peut se rapprocher de ce type de joueur. On lui souhaite à Chet une carrière un petit peu plus longue en NBA quand même que. Ouais, gros problème de blessure, Ralph Ouais, Sampson. En même ouais, temps, ouais, quand tu ouais. fais 2,25, Ça Ouais. devait être le joueur qui devait changer le jeu. C'est un des plus ouais, grands prospects de tous les temps, au moment ouais. de sa draft. C'est... Moi, j'ai un truc extrêmement hipster que je hipsterise, c'est Andrei Kirilenko avec 10 cm de plus et plus de potentiel. Ouais. Dans l'anticipation, dans le... Alors, ça fait rêver personne, hein, je suis Ouais, d'accord. c'est ce que j'allais dire. Faut le dire. Hein. Là, t'as des gens qui se voient, je veux pas lui, c'est mort. Et je peux comprendre, ça fait... sauf les hipsters, parce que Andrei Kirilenko, je sais pas si tu te rappelles, Pierre, mais c'est un des premiers joueurs hipsters que les nerds adoraient. Ah ouais, il a autant de pourcentage de contre Ouais. et d'interception et tout ça. Il y avait des Euh, 5x5 de partout. Hein. Ouais. ouais, il pouvait défendre un peu tous les postes, c'était un playmaker et tout. En fait, je pense juste qu'il n'y a pas de comparaison possible pour Chet de joueurs qu'on connaît. Donc, en fait, c'est plus bah, la polyvalence défensive, un peu de protection de cercle et de second rideau, le côté playmaker défensif, le côté un peu fonctionnel en attaque sans rien faire d'élite, bah, Kirilenko avec 12 cm de plus. Donc, bien sûr, si tu fais 12 cm de plus, tu as énormément plus de potentiel et de valeur. Donc, c'est là-dessus que j'irais. Après, sinon, j'avais Jaren Jackson, mais je pense qu'il ne deviendra pas le shooter que Jaren Jackson. Jaren Jackson est un des plus grands shooters de tous les temps pour sa taille, parce qu'il prend des pull-ups. Je pense on fera plutôt faire actuel du pick and pop, des choses comme ça. Jaren Jackson, il est à 36%, je crois, en carrière à 3 points et il en prend 5 par match. Et Sur puis ses des 4 fois, il te prend premières des années. shoots 5 Ouais, mètres derrière la ligne. c'est Par ça. contre, défensivement, il est peut-être déjà plus malin que Jaren Jackson Jr. Ouais. Il est beaucoup plus fort au moment de la draft que Jaren Jackson, en tout cas. Ouais. Ouais. Intéressant. Bah, vous avez été inspirés, messieurs, quand même. On a eu des noms inédits, c'est plutôt cool. Il nous reste un nom à aborder dans ce podcast, c'est le quatrième, c'est Jaden Ivey. Lui, on n'en a pas trop parlé avec Constant parce qu'on ne considérait pas trop jusqu'à il y a peu dans les potentiels draftés par OKC. Là, la rumeur enfle. Alors,
Peut-être que ça sera via un trade-up en 4, c'est quelque chose qui ressort apparemment. Mais parlons du cas Ivy, parce qu'il est quand même très haut classé chez beaucoup et chez certains d'entre vous. Alan, c'est qui Jaden Ivy? Est-ce que c'est un Jamoran du pauvre? Est-ce que c'est un joueur qui pourrait Oh cliquer là à là. OKC? Ou est-ce que c'est... Ouais, là, je suis en mode fanboy qui comprend pas trop, je fais exprès. Ah Ouais, non, c'est pas Euh, fanboy, justement. T'es Non, hater, oui, c'est vrai. là. Non, je suis pas Là, hater, parce tu... que et même Jamoran de Wish, ça peut être un très bon joueur, hein, je suis désolé de te dire. Alors, Jamoran de Wish, c'est... Attends. Ah, j'ai même pas... Qui pourrait être un... Qui est un Jamoran de Wish dans la NBA actuelle? Mais vraiment de Wish, hein. Alfred Payton. Freeman, ouais. Et Free Payton. Oh là là. Les Bon, bah alors, fans d'Enix s'en souviennent. je retire ce que j'ai dit. Est-ce que la compa avec Jamoran est Oui, valable? Est-ce que voilà, c'est quoi le profil et comment il s'inscrirait à OKC, notamment à côté des deux autres guards qu'on a déjà un peu dominants? c'est un pur combo poste 1-2. C'est pas Jamorant parce que Jamorant c'était un joueur héliocentrique en NCS qu'on voit quasiment jamais. On voit jamais, quasiment jamais de l'héliocentrisme en NCA. On devient héliocentrique quand on arrive en NBA, sauf des joueurs comme Trae Young ou comme Jamorant. Jamorant qui était à 50% de passe décisive quand il était à Murray State sa deuxième année. Enfin, c'est irréel, c'est des choses anormales. Jordan Ivey, il ressemble à Jamorant balle en main dans les changements de rythme brutaux, dans la capacité qu'il a à être hyper fluide, à être un peu un dragster sur le terrain, extrêmement rapide, balle en main, extrêmement rapide sans ballon, extrêmement rapide sur des petits périmètres aussi. Il peut vraiment sur 1 mètre, 1 mètre et demi, prendre de la vitesse comme quasiment personne ne le fait. C'est moins un playmaker, c'est peut-être un meilleur tireur off-ball au moment de la draft, mais en même temps, Jamorant, on n'avait jamais vu off-ball à Murray Mhm. State. Mm. Donc, c'est, je pense, un joueur qui a aussi à montrer qu'il était un excellent cutter. Avec Team ESL était passé quand il jouait off-ball. Après, voilà, en FIBA, personne ne pouvait le tenir, hein. C'était vraiment, il faisait un peu ce qu'il voulait. Mais c'est un C'est joueur qui a lui et Chet, hein. lui, Chet et Johnny Davis. Ouais. Si on regarde, c'est les 3 meilleurs prospects de cette équipe-là. Et Jaden Ivey, c'est aussi un joueur qui a progressé entre ces 2 années. Il est passé de 25 à 35% à 3 points sur un volume qui a augmenté. Au lancer franc, il reste à 74%, donc ça prouve que le tir n'est pas réglé pour moi. Mais voilà, c'est un joueur qui, par ses qualités athlétiques, fait qu'il se facilite la vie. C'est ça aussi que j'explique souvent quand on me demande, c'est qu'est-ce qui fait de Jamorant ou de ces joueurs, des joueurs ultra athlétiques, ballon en main, ultra virevoltants, des forts joueurs offensifs, c'est qu'en fait, ils arrivent tellement à se créer de l'espace qu'ils vont se faciliter les angles de passe, ils vont se faciliter les lectures. Là où Haliburton ou Mhm. Lamelo Ball, c'est des génies pour moi, parce que tout est un peu dur, tandis que Edwards ou Morant, ils se facilitent la vie. Je pense que Jaden Ivey, même si il fait pas les meilleures lectures et c'est pas un excellent passeur, il peut se faciliter la vie là-dessus à la création. Il peut jouer un peu off-ball. Et puis voilà, on a ce fantasme de cet énorme athlète sur les bases extérieures. Jalen Green part en deux l'an passé parce qu'il y a ça aussi. Donc c'est toujours un peu des choses que les franchises aiment, je pense. C'est rare les athlètes. Ouais, comme tu Mhm. l'as dit, Alan, son côté athlétique, c'est clairement ce qui ressort le plus, hein. Mm. Sa capacité à lâcher des gros posters sortis de nulle part. Même son hang time aussi. Mm. Il est vraiment capable d'encaisser des chocs et de finir dans des angles vraiment improbables. C'est un peu aussi comme. C'est pour ça aussi, je pense que les gens le comparent à Morant, hein. Mhm. Et moi, je pense un des aspects qui pourrait le faire passer à un autre niveau, c'est son shoot à mid-range. Bon, après, c'est le cas de beaucoup de joueurs en NCAA, hein. Clairement, c'est un aspect du jeu qui est très compliqué aussi à développer. Et il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en NBA. Enfin, il y a très peu de prospects qui arrivent en NBA avec un mid-range potable. On Mm. peut donner, je pense, 3-4 noms, je pense, dans le premier tour. Mais Même après, pas cette année. est-ce que c'est recherché même? Parce que on sait la propension qu'il y a à prendre des minerais maintenant en NBA, et notamment ici, hein, Mm. c'est Il y en pas avait plus sur la fin, hein. un petit peu, Ouais. mais Pour les superstars, le mid-range. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est ah, clairement un truc hmm. qui peut le faire passer, enfin, le faire passer à un Mm. autre niveau. Ouais. Et il y a beaucoup de doutes aussi sur son shoot, globalement. Et il a montré, mais je crois qu'il y avait une période où il était vraiment catastrophique. Je crois que c'était en février, j'avais vu des stats passer, c'était genre Ouais. un 7 sur 40, un truc comme ça, c'était vraiment. Ces splits sont des montagnes russes, C'est ça. globalement, ouais. Et du coup, il y a des moments où il monte des vrais flashs au shoot, où il est vraiment capable de lâcher des shoots d'assez loin, et d'autres moments où en fait il rentre pas un.
Et Mm. comme tu disais, Alan, son pourcentage au lancer franc, ça révèle quand même pas mal de choses. C'est un shooter correct, mais qui doit encore beaucoup progresser. Ouais. Et c'est vraiment là où il va devoir s'améliorer. Je pense que tu peux rajouter, Alan, tu as parlé de Tyrese Haliburton et de la Melo Ball dans le fait que c'était des Ah, génies parce que tout le était vôtre. difficile pour eux. Je pense que Ouais. tu peux rajouter Josh Giddey Oui, aussi, voilà, le vôtre. pour qui c'est encore plus compliqué que Tyrese Haliburton et que la Melo Ball. Et en plus, je dis ça assez sérieusement dans le fait que de la saison rookie que j'ai vue de Josh Giddey, je suis tout à fait prêt à le mettre dans cette même catégorie que les deux autres. Après, pour revenir sur Jaden Ivey, moi, c'est un prospect dont je pense qu'il va réussir en NBA. Je crois qu'il doit être, il est quatrième ou cinquième de mon board en fonction de mes humeurs et des jours de la semaine. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va bien marcher en NBA, ne serait-ce que de par son côté athlétique, ce qui fait que tu as peu d'extérieurs qui vont réellement pouvoir le tenir. Parce qu'il est trop rapide. Tu parlais de Jamorant, ce que je trouve logique, mais je pense qu'il faut quand même un peu rabaisser les attentes. Pour moi, s'il devient ne serait-ce qu'un Colin Sexton qui est, avant d'être un joueur qui s'est blessé, était quelqu'un qui tournait en 24 points, 3 rebonds et 5 passes de moyenne. Ce qui est déjà des statistiques très sérieuses, hein, c'est des stats de All-Star hein, quasiment. Ouais. Et moi, pour moi, je vois beaucoup de similitudes entre Colin Sexton et Jalen Ivey. Déjà dans le mindset, cette espèce de meneur ultra agressif près du cercle, moi je pense que Jalen Ivey doit avoir des meilleures qualités athlétiques que Colin Sexton, mais dans l'agressivité, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre les deux. Après, Un peu plus grand aussi. un peu plus grand aussi. Ouais. Après, vous le savez, si vous écoutez les podcasts, je suis pas le plus grand fan des combo guards. Je trouve que globalement, il y a beaucoup de combo guards en NBA qui sont souvent décalés au poste 1. Bon, ça tombe bien, t'as Josh Giddey qui est l'un des meilleurs créateurs pour son âge ever. Mais, mais non, mais sans déconner, Non, mais c'est vrai, non, mais Ouais. à un moment, il faut, c'est pas Faut c'est dire pas, les termes. non, faut oui, il dire faut les dire termes, les termes. exactement. Non, mais c'est pas non plus survendre nos prospects. C'est pour un joueur qui a 19 ans, les capacités de création de Josh Giddey. T'as très peu de joueurs de cet âge-là qu'on fait mieux que lui. Mais après, ouais, Jaden Ivey, en fait, j'ai du mal pour moi, c'est pas un. Je crois que c'est marqué en plus dans le scouting d'envergure, et je suis d'accord. C'est pas un général en chef sur un Ouais. parquet NBA. Non, non. Donc pour moi, ça réduit un petit peu. Et comme offensivement, j'ai des doutes, comme l'a dit Lucas, notamment sur sa régularité au tir, ça me fait douter du profil, en tout cas au KC. Parce que je trouve que la compatibilité avec Guidi et avec Shea font que effectivement avec Team USA, il a joué off-ball, mais avec Purdue, il a très peu joué off-ball. Et un autre truc qu'il faut souligner aussi, sans même parler forcément du fit, juste en termes de roster, quand tu as Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander, Lou Dort et Treman, si tu drafts Jalen Ivey, pour moi, tu sacrifies soit le poste de starter de Lou Dort, soit le développement de Treman. Et tu peux pas jouer. Tu as 5 joueurs qui peuvent potentiellement être tes 5 meilleurs joueurs sur 3 postes. Pour moi, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà C'est sûr qu'il pourquoi y je suis aura plus quelqu'un bas que qui les autres. passera. Ouais. Ouais. Non, mais je pense que son rôle, si jamais il est drafté pour OKC, c'est sixième homme au premier Ah, match je de suis la pas saison sûr. prochaine. Ah, au Moi, premier match, oui. ouais, c'est ça. Dans un profil d'Arden, peut-être au début, tu vois, ou dès qu'il rentre, par contre, il a du ballon. Je vais être peut-être le plus sceptique et encore Constante a bien soulevé quelques défauts. Ah, mais j'aime bien le Euh, joueur, attention, ouais, me faites pas dire alors, ce que j'ai pas oui, dit. c'est ça. Je vais peut-être même commencer par ça. Je pense que Ivy sera un très bon joueur NBA, honnêtement, parce qu'il a des qualités, il a eu des qualités athlétiques, un potentiel au cercle, etc. Et même de ce qu'il a montré en NCAA à dominer. C'est un joueur qui, pour moi, pourra faire de très bonnes choses en NBA. Après, j'ai plusieurs doutes. Déjà, sur son tir, vous l'avez dit, il y a des progrès, mais je suis pas extrêmement convaincu pour l'instant. Et off-ball, c'est encore une fois, c'est le problème, surtout quand tu as déjà Guidi et Shea. Comment tu fais évoluer les trois? Parce que les deux autres off-ball, on n'a pas vu grand-chose pour l'instant. C'est plus des flashs. Enfin, c'est assez compliqué. J'ai déjà un peu plus de mal à voir comment les trois pourront collaborer plutôt qu'avec les trois autres profils qu'on a évoqués. Ensuite, il y a une notion, et ça j'ai déjà dit la dernière fois, de message que tu envoies.
Est-ce que justement, si tu draft Ivy, t'envoies pas un message, que ce soit à Dort, à Man et peut-être même à Guidi et à Shea, ouais, ben en fait, peut-être que lui, ça sera notre meilleur guard au final dans pas si longtemps que ça, et on croit peut-être un peu moins en vous que ce qu'on on laisse paraître, tu vois. C'est une vraie question que je me pose. Surtout en Est-ce que année de négociation contractuelle c'est avec Dort. Ah bah tiens, c'est ça? on draft Ouais. un guard. Dis donc, tu veux signer la prolongation? Ouais, il y a plusieurs aspects qui doivent être pris en compte pour ça, et c'est pas anodin, tu l'as dit, dans le terme de roster aussi, il commence d'avoir un petit peu de monde, même s'il y a encore de la place, hein, mais il y a un Au petit peu de poste monde. dans le backcourt, finalement, il n'y en a pas tant Ouais, que ça. Hein. Et voilà, c'est un peu les points que j'ai de doute. Et ensuite, le dernier, c'est est-ce que OKC, du coup, avec tout ce qu'on a dit, sera le meilleur environnement pour lui pour se développer? Parce que on l'a dit, certains, on l'a dit pour Paolo, je crois, pour qu'un prospect s'épanouisse pleinement et se progresse autant qu'il devrait, il faut qu'il tombe dans un endroit où il puisse s'exprimer, où être utilisé correctement, être entouré aussi petit à petit correctement. Et je sais pas si Ivy, notamment offensivement, ce sera le meilleur endroit pour lui d'être à OKC, honnêtement. Je sais pas si c'est là qu'il se développera le mieux ou s'il tombe dans une équipe où il y a un peu moins de porteur-balle, de joueur dominant, ou peut-être que ça sera le second. Tu vois, je l'imagine à Détroit où tu as Cade et lui à côté qui profite de ce que crée Cade aussi, mais qui a quand même pas mal la balle, etc. Je pense que tu as un peu moins de superposition de rôle, tu vois, Ouais. dans un exemple comme Imagine à ça. Ouais, c'est Indiana. clair que c'est autre chose. Ouais, Hein. ouais, Indiana, ouais. À Tu vois, c'est pour Indiana, ça. mais il fait un carnage avec Haliburton à côté. Mm. Franchement. Hein. Pour moi, C'est, ouais. c'est l'endroit où l'endroit où il peut le mieux se développer. Pour moi, c'est C'est clairement vrai, Indiana. c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais le taf d'une équipe, c'est pas de se dire ça. Sinon, c'est de se dire, je prends parce que je pense que je vais réussir à le développer. Mm. Oui, ouais. Il y a toujours ça aussi. Surtout que C'est totalement vrai, mais faut quand même faut avoir confiance en soi. Que je pense que l'équipe qui va le drafter de se dira, bon, bah, on va réussir. surtout qu'il fait partie des joueurs avec le plus gros potentiel. Hein. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, je Mm. pense. Et c'est aussi ça qui peut faire pencher la décision. Je pense que Presti, même si ça peut mettre en péril la relation avec Dort ou avec quelqu'un d'autre qui serait mis de côté, s'il voit que le potentiel est vraiment là, et qu'il y a de quoi faire avec lui, je doute pas trop qu'il saute dessus. En fait, le seul point de réserve qu'on peut avoir, c'est ce que j'ai dit au début quand je parlais des trois qui vont certainement constituer le top 3. Les trois ont dans des registres différents, mais les trois ont quelque chose que tu peux projeter comme élite. Voilà, la défense pour Chet, la capacité de playmaking pour Paolo, le tir pour Jabari. Ivy, hormis son côté athlétique, mais qui n'est pas en soi, c'est une qualité physique qui peut Ouais, c'est pas un aspect du jeu. ensuite te faciliter certains aspects du jeu. Mais hormis ses capacités athlétiques, est-ce que vous voyez un domaine dans lequel il peut devenir élite? Moi, personnellement, j'ai pas l'impression. Je pense pas non plus, ouais. Le jeu de pénétration, peut-être. Le jeu de Mm. pénétration. Peut-être. Mais on verra très vite. Tous ceux qui pensent ça disent que dans le spacing NBA, ça se fera. Je pense que ça peut le faire s'il il a 52% à 2 points sur ces deux cas, sur ces 2 saisons. Il peut peut-être devenir un excellent joueur de pénétration et drive and kick, je pense. C'est un peu la carte sur laquelle je parierais si je devais. Ok. Ouais. Messieurs, je pense qu'on va arrêter là. Si on devait peut-être aller juste résumer pour ceux qui sont arrivés jusque-là, au final, nos choix, c'est quoi? C'est Chet, la meilleure option s'il est encore disponible en deux. Ouais. Et Ouais, ensuite, clairement. pour vous messieurs, c'est un match déjà joué, c'est plutôt Paolo. Pour moi, oui. Ouais, actuellement, ouais, c'est Paolo, mais posez-moi la question vendredi quand on fera Ah bah c'est sûr que quand on fera la draft en live et que Chet partira en 1, je vais peut-être vous dire Jabari, Ouais, effectivement. Mais c'est compliqué, hein. pour l'instant, à l'heure où on enregistre ce podcast, ça reste Paolo en 2. Alan, toi, c'est Paolo aussi, j'imagine. Ouais, ouais. Encore une fois, je peux comprendre Jabari. Je peux le comprendre. Moi, Je peux bah, l'envisager. de toute c'est façon, les surtout. trois choix seront pas des mauvais On sera choix. Il n'y content, a pas de mauvais choix. on Ouais, sera c'est ça. content. Ivy, il y aura déjà peut-être plus de débats comme on l'a dit, mais les autres, on sera content. Et je suis plus team Jabari quand même encore pour l'instant pour cet aspect tir que C'est le j'achète tir en trop. même temps, Ouais, il n'y a pas de les choix. gens le connaissent. C'est d'ailleurs bizarre que tu sois pas encore plus hype sur Jabari. Hein. Moi quand le profil est arrivé, je pensais que tu allais le mettre Ah, 1 non, s'il y avait le je peux tir. Hein. pas. Je peux pas parce que
j'adore Chet, alors je peux pas trop le mettre. Merci messieurs d'être venus pour parler draft. On se retrouve tout de suite ou je sais pas quand vous écouterez la partie 2, mais allez l'écouter sur le pic 12 et sur un petit peu de pic de second tour. On s'excuse pour les problèmes de son que vous avez dû surtout avoir sur la première partie de l'épisode et qui risque d'avoir aussi pour la deuxième partie, on est honnête. On a testé des trucs, c'est de ma faute. J'ai testé des trucs, ça n'a pas marché. Donc on restera un peu plus simple la prochaine fois. Merci Alan d'être passé dans ton emploi du temps de ministre. Et voilà, on se retrouve. De scout NBA, De scouter, encore plus chargé qu'un emploi du temps de ministre. Là, où vous regardez À côté de ça, c'est les chômeurs. Hein. Non, mais vous regardez le planning d'Alan, globalement, il est aussi chargé que celui de Sam Veceni. Il y a à peu près toute la sphère. C'est simple, toute la sphère NBA US invite Sam Veceni, toute la sphère NBA FR invite Alan. C'est la référence. Ouais. Donc on vous invite à écouter l'épisode qui va sortir juste ensuite sur Pic 12 et à vous abonner partout, sur toutes les plateformes d'écoute, Twitter, etc. Lâchez 5 étoiles sur Apple Podcast. Et à tout de suite, ou alors à la draft, venez suivre ça en direct avec nous. Reposez-vous bien avant, ça va être long quand même toute la soirée. Et à bientôt. Salut.